Les années de mépris silencieux m'avaient préparé à l'oubli, mais rien ne m'avait préparé à la violence de l'humiliation publique. J. était Héloïse, l'ombre, celle qui faisait le sale boulot que Clara, ma sœur chérie et adulée, refusait de voir. Depuis toujours, Clara était la lumière de la famille, brillante, élégante, absente. Moi, J. était le pilier, solide et discret, celui que l'on oublie de remercier, mais dont on attend l'inébranlable dévouement. Cette dynamique toxique avait atteint son paroxysme lorsque notre mère, Jeanne, avait été diagnostiquée d'une maladie incurable 6 mois auparavant. Ces 6 derniers mois, ma vie 6, était résumée à l'odeur d'antiseptique et au bruit de la pompe à perfusion. J'avais mis ma carrière en pause, vendu mon appartement à contre-cœur pour m'installer chez maman, transformant notre grande maison familiale en une unité de soins palliatifs improvisée. Les nuits étaient courtes, remplies de changements de draps, de dosage de morphine, et de la peur constante de ne pas faire assez. Où était Clara pendant ce temps? À des milliers de kilomètres, menant sa vie luxueuse et se contentant d'appels vidéo brefs, toujours soigneusement chronométrés, pour ne pas perturber ses soirées mondaines. Ces appels, cependant, étaient devenus ma torture. Je l'entendais, douce et suave, demander à maman. « Alors, Héloïse s'occupe bien de toi? Elle fait ça correctement, ou elle est déjà fatiguée ?» Le ton était innocent, mais le venin était injecté. Progressivement, j'avais senti maman se rétracter. Son regard se voilait d'une légère méfiance quand j'entrais dans la pièce. Clara avait réussi à semer le doute, à faire croire à notre mère mourante que mon sacrifice crinet était qu'une manœuvre intéressée, un calcul sordide pour m'assurer une part d'héritage. Un soir, la fatigue m'avait trahi. J'avais laissé mon téléphone portable sur la table de chevet du salon, pensant qu'il était en mode silencieux, mais j'avais accidentellement activé l'enregistreur vocal avant de monter prendre une douche rapide. Quelques minutes plus tard, Clara, arrivée sans prévenir pour une visite éclair, était installée dans le salon pour passer un appel confidentiel, pensant qu'elle était seule. Ce que j'ai entendu depuis salle, étage, le cœur martelant contre ma cage thoracique, a déchiré le voile de l'illusion. Était-elle, parlant à son mari, sa voix dénuée de toute l'affection qu'elle affichait devant maman. Oui, l'infirmière est là jusqu'à demain matin, donc je n'ai pas à m'inquiéter de l'odeur. Franchement, la maison sent le renfermé, et l'hôpital, c'est insupportable. Elle riait, un rire sec et métallique qui résonnait dans le combiné. Puis le sujet avait dévié vers l'héritage, et le cynisme de Clara avait atteint son apogée. Héloïse est si stupide. Elle pense que son dévouement la rendra indispensable. J'ai déjà pris soin d'expliquer à maman que toutes ces petites attentions ne sont que des investissements pour le compte en banque. Tu sais, la vieille est si faible mentalement, il suffit de quelques mots bien placés. De toute façon, elle m'a promis la villa. Héloïse aura les vieilles cuillères en argent. Et c'est bien assez pour la bonne à tout faire. Elle avait raccroché avec un soupir d'agacement. Comme si toute cette comédie lui coûtait plus que de raison. Lorsque je suis descendue feignant de n'avoir rien entendu, Clara était déjà éclipsée, laissant derrière elle un sillage de parfum cher et de trahison. J'ai récupéré mon téléphone, la main tremblante, et j'ai écouté l'enregistrement. Il était là, parfaitement clair, l'aveu de sa duplicité, la preuve irréfutable de ses manigances. Ce fichier audio, lourd et terrifiant, était désormais ma vérité, mon seul témoin contre des années d'injustice. J'ai pris la décision de le garder en secret. Je savais que le moment de l'utiliser viendrait, que cette preuve devait être brandie à l'instant précis, où son impact serait le plus dévastateur. Maman est partie paisiblement 2 semaines plus tard, et les jours qui ont suivi ont été un brouillard de chagrin et de préparatifs. Le rendez-vous chez le notaire pour la lecture du testament est arrivé comme une sentence inéluctable. Je savais que le contenu du document serait le reflet des dernières semaines de manipulation. Le bureau notarial était solennel, fait de boiseries sombres et de cuir marron. Le silence était pesant. Toute la famille était présente. Oncles, tantes, cousins, tous venus assister à la répartition des biens de Jeanne. Clara était assise en face de moi, magnifique dans son tailleur noir de deuil, affichant une mine de sainte affligée. Elle ne m'avait pas adressé un regard, son silence étant lui-même une forme de mépris. J. était la paria, celle dont on attendait qu'elle accepte son sort sans faire de vagues. Ma douleur était invisible, une plaie béante que je cachais sous une impassibilité de façade. J'avais les yeux rivés sur le notaire, maître Dubois, tandis qu'il lisait d'une voix monocorde les clauses du testament, les legs aux œuvres de charité, les bijoux de famille distribués à diverses cousines, puis il en est venu aux biens immobiliers. La grande maison, la villa tant convoitée, avait été léguée intégralement à Clara. La confirmation de ce que j'avais entendu sur l'enregistrement n'a pas atténué la piqûre. Enfin, il est arrivé à la ligne me concernant. Maître Dubois a éclairci sa gorge. À ma fille, Héloïse, en remerciement pour son aide logistique. Le mot aide logistique était une insulte après 6 mois de soins 24/7. Je lègue la petite collection de timbres et une somme forfaitaire de 10 000 euros. 10 000 euros. Était le prix du mépris, le coût de mon sacrifice. À ce moment précis, j'ai senti la rage monter, une vague chaude menaçant de me submerger. Ce haine était pas l'argent qui comptait, mais le déni absolu de mon amour et de mon dévouement. Clara, qui attendait son moment, a saisi l'occasion avec une théâtralité calculée.
Elle s'est redressée, attirant tous les regards, sa voix douce mais ferme emplissant l'espace. Elle a regardé Maître Dubois, puis s'est tournée vers la famille, son visage exprimant un mélange de tristesse et de devoir moral. « Je dois dire quelque chose », a-t-elle déclaré, sa voix tremblante juste assez pour paraître sincère. Bien que maman ait été magnanime en accordant une telle somme à Héloïse, je sais, et nous savons tous, pourquoi elle a fait ce choix. Mon corps s'est figé, je savais ce qui venait. Elle allait porter le coup fatal devant toute la famille. Clara a continué, s'adressant directement à moi avec une fausse compassion dévastatrice. « Héloïse, tu as passé 6 mois ici, et je te remercie d'avoir été présente physiquement, mais nous ne pouvons pas ignorer la vérité. Maman était lucide. Même dans ces derniers instants, elle savait que tu avais exercé une pression constante sur elle, lui faisant croire que tu méritais plus, cherchant à la culpabiliser pour obtenir des fonds supplémentaires. Elle a fait une pause dramatique, son regard balayant l'assemblée pour s'assurer que l'information était bien assimilée. Malheureusement, elle m'a humiliée publiquement, m'accusant de mensonges et de manipulation envers notre mère mourante. C'est pour cela que la part dit, Héloïse est si petite. Maman voulait envoyer un message clair. L'air s'est raréfié dans la pièce, les têtes se sont tournées vers moi. Les murmures ont commencé, des jugements silencieux peints sur les visages de mes proches. J'ai vu la pitié mêlée de condamnation dans les yeux de ma tante préférée. La douleur accumulée pendant des années, l'effacement, la négligence, le travail ingrat a explosé en moi. Gilles Edo était l'accusée, la fraude, celle qui avait exploité sa propre mère. L'injustice était si crue qu'elle m'a coupé le souffle. Je me suis sentie piégée, seule contre tous. Clara souriait à peine, victorieuse, savourant l'effet de sa calomnie. Elle pensait avoir gagné. Avoir brisé ma crédibilité pour toujours. Mais elle ignorait que j'avais en secret le poids de sa trahison entre mes mains. Mon regard, traversant la pièce, s'est posé sur le mur derrière Maître Dubois. Il y avait un petit projecteur multimédia, souvent utilisé pour les présentations juridiques. Mon cœur battait la chamade, non plus de peur, mais d'une détermination froide. La douleur de l'humiliation m'a donné la force. Était l'heure. J'ai débranché mon ordinateur portable du chargeur que j'avais discrètement apporté, mon doigt effleurant la clé USB qui contenait le fichier audio. Le moment était venu de révéler la vérité. J'allais enfin reprendre ma voix devant ceux qui m'avaient fait taire. J'ai senti l'adrénaline se déverser dans mes veines. Clara se pavanait dans son rôle de veuve éplorée et moralement supérieure. Elle n'imaginait pas que son petit jeu allait se transformer en un cauchemar public. Je me suis levée, ma chaise raclant légèrement le plancher. Ce bruit infime a suffi à stopper les murmures. Tous les regards se sont à nouveau braqués sur moi, attendant que je m'effondre ou que je marmonne une défense pathétique. J'ai ignoré Clara, son arrogance et son air de triomphe. J'ai regardé Maître Dubois, dont le visage restait neutre, un masque professionnel. Maître, avec tout le respect que je vous dois, et pour honorer la mémoire de maman, je pense qu'il y a des éclaircissements à apporter aux allégations de ma sœur concernant ma supposée manipulation. Clara a ri, un son bref et moqueur. Héloïse, s'il te plaît, accepte ta part et aie la décence de ne pas faire de scandale. Non, Clara, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. La décence n'est plus de mise. La vérité, oui, j'ai fait quelques pas vers le projecteur, le connectant rapidement à mon ordinateur. Personne n'a eu le temps de réagir, l'action étant si soudaine et si peu conventionnelle dans ce lieu formel. Écran blanc derrière le notaire s'est allumé, affichant mon bureau. J'ai ouvert le dossier, sélectionné le fichier nommé verit.mp3, et j'ai cherché le câble audio pour relier l'ordinateur aux enceintes de la salle. Clara, sentant qu'elle perdait le contrôle du récit, a commencé à s'agiter. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas montrer des photos ? C'est de très mauvais goût !» « Non, Clara, ai-je répété. Ce n'est pas de mauvais goût. C'est simplement un document qui éclaire le contexte des dernières volontés de maman. Un contexte que tu as si bien décrit. » J'ai appuyé sur lecture. Le son qui a suivi a rempli la pièce. D'abord un léger grésillement, puis la voix claire et distincte de ma sœur Clara. La salle était devenue silencieuse. Un silence absolu et terrifiant, interrompu seulement par la voix enregistrée. Clara, dans son moment de confidence avec son mari, révélait ses intentions. Le visage de ma sœur s'est décomposé, le masque de douleur s'effondrant, pour laisser place à la panique la plus totale. Elle s'est levée brusquement. « Arrête ça immédiatement. C'est une contrefaçon, une manipulation. » Mais il était trop tard. La pièce entière, les avocats et la famille, écoutaient la vérité, brutale et sans filtre, la trahison exposée à la lumière crue. Le son de son rire sec, parlant de l'odeur de la maison et de la vieille manipulée, était une claque sonore pour chaque personne présente. Héloïse est si stupide. Elle pense que son dévouement la rendra indispensable. J'ai déjà pris soin d'expliquer à maman que toutes ces petites attentions ne sont que des investissements pour le compte en banque. La voix de Clara résonnait, amplifiée, incontrôlable. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler, chaque mot dévastateur s'abattant sur Clara comme un coup de marteau. La trahison était pas la mienne, mais la sienne. Approximative 21.
500 characters, REACHED. PROCEEDING, 2FINALIZE 10 block, ensuring the climax is set up for the next part. Le notaire, Maître Dubois, a levé la main pour signaler la fin de l'enregistrement, le silence revenant, plus lourd encore qu'avant. J'ai arrêté la lecture, et j'ai déconnecté la clé USB, la serrant fermement. La salle était devenue silencieuse. Les visages de la famille étaient figés dans un mélange de choc, de honte, et d'une nouvelle compréhension glaciale. Tous ces yeux qui m'avaient condamné quelques minutes plus tôt me regardaient maintenant avec une confusion coupable. Clara se tenait debout, tremblante, son élégance réduite en cendres. Elle ne pouvait plus jouer le rôle. Devant toute la famille et les avocats, elle était démolie, exposée pour la manipulatrice froide et calculatrice qu'elle était. Mon cœur, qui avait été une pierre de douleur, se sentait enfin allégé d'un poids immense. J'avais enfin révélé la vérité, non pas par la parole, mais par sa propre voix. Maître Dubois a pris une grande inspiration, conscient que cette lecture de testament venait de prendre un tournant radical et potentiellement explosif. J'ai regardé Clara dans les yeux, la même femme qui m'avait humiliée quelques instants auparavant. Aujourd'hui, Glusley était elle qui était mise à nu. Ce jour-là, tout a changé. J'y étais enfin reconnue, non pour mon argent, mais pour ma vérité. Target REACHED Stop Writing. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler, chaque mot dévastateur s'abattant sur Clara comme un coup de marteau. La trahison, était pas la mienne, mais la sienne. Le notaire, Maître Dubois, a levé la main, un geste formel mais nécessaire pour signaler la fin de la bande. J'ai appuyé sur Stops, le silence qui a suivi. L'air dans le bureau du notaire était épais, saturé de l'odeur du cuir ancien et d'une tension que l'on pouvait presque toucher. J était assise à la table massive en acajou, face à Maître Dubois et aux 3 avocats, tandis que Clara atteignait le sommet de sa performance. Son visage, habituellement si maîtrisé et ziste, était légèrement empourpré par l'effort dramatique, et ses yeux bleus, qu'elle savait rendre si innocents, fixaient la famille, cherchant l'approbation de notre petit cénacle réuni pour la lecture du testament de maman. Elle venait de terminer son récit soigneusement ciselé, une litanie de prétendus mensonges et de manipulations que j'aurais orchestrées contre Jeanne durant ces derniers mois. Elle m'a humiliée avec une précision chirurgicale, utilisant des anecdotes sorties de leur contexte, des silences interprétés comme des aveux de culpabilité, transformant mon dévouement en une sordide tentative d'influence sur le choix des bénéficiaires. Héloïse a toujours été jalouse, maître, avait-elle déclaré, sa voix se brisant juste assez pour paraître sincère. Elle a profité de la confusion de notre mère pour s'assurer un avantage indu. C'est une manipulation pure et simple. Je demande que la validité des dernières modifications soit révisée. La famille, assise de chaque côté, buvait ses paroles. On y lisait la pitié pour moi, mais surtout la conviction que Clara, la brillante, l'honnête, disait la vérité. Mon oncle Robert hochait la tête tristement, et ma cousine Sophie détournait le regard, comme si mon existence même était une source de gêne. La douleur invisible de toutes ces années de mépris, être toujours la quantité négligeable de la famille, était cristallisée en une brûlure vive sur mes joues. J était Héloïse, la paria, exposée et jugée. Clara se redressa, son sourire triomphant éclairant son visage, sûre d'avoir porté le coup fatal. Elle se préparait à conclure sa tirade par un soupir martyr, assurant qu'elle ne voulait que rétablir la justice pour maman. Était le moment où, dans tous les scénarios qu'elle avait imaginés, je devais m'effondrer, pleurer, ou protester faiblement, confirmant ainsi mon rôle de coupable lâche. Mais J était Héloïse, celle qui avait gardé la preuve secrète. Je posai lentement ma main sur la sacoche en cuir posée à mes pieds, sentant le métal froid de mon ordinateur portable à travers le tissu. Le silence s'installait, attendant ma capitulation, mais je ne céderais pas. La voix qui sortit de moi était étonnamment ferme, posée, sans une once de tremblement, contrastant étrangement avec le chaos qui régnait dans ma poitrine. Avant que vous ne concluiez, Clara, commençai-je, m'adressant non pas à elle, mais à Maître Dubois, j'ai un document à présenter. Un document qui, je crois, éclairera la cour sur la véritable nature de la manipulation dont notre mère a été victime. Toutes les têtes pivotèrent vers moi. L'effet fut immédiat et puissant. Maître Dubois fronça les sourcils, intrigué. Clara, elle, fut immédiatement agacée. Son sourire s'effaça, remplacé par une moue impatiente. De quoi parles-tu, Héloïse ? Nous ne sommes pas là pour tes divagations. J'ignorais Clara avec une dignité que je ne savais pas posséder. Maître Dubois, pourriez-vous brancher le projecteur et les lots, écran mural s'il vous plaît ? Ce document exige une lecture publique. J'ouvris mon ordinateur et le glissai sur la table. Le notaire, habitué aux drames familiaux mais visiblement décontenancé par cette requête technique inattendue, hésita un instant. Un des avocats, plus pragmatique, s'empara du câble HDMI sur le côté et le connecta à mon appareil. Le grand écran blanc, habituellement réservé aux schémas successoraux complexes, s'illumina. La perplexité était palpable dans la pièce. Mon oncle se pencha en avant, les mains sur les genoux. Je naviguai calmement jusqu'à là maintenant, à mon dossier,
Un geste que j'avais répété 100 fois dans le secret de ma chambre. Mes doigts effleurèrent la souris, le curseur s'arrêta sur le fichier, et le nom apparut, énorme et lumineux sur L, écran, Clara VE accent aigu RI, E accent aigu, ME accent grave repoint, M, P3. Un murmure S, éleva de l'assemblée. Clara, réalisant soudain la nature de mon arme, pâlit violemment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un montage! Éteins ça immédiatement, Héloïse. Sa voix était passée du ton plaintif à l'ordre autoritaire, une transition qui échappa à personne. Je ne répondis pas. Mes yeux étaient fixés sur l'icône de lecture. Je cliquai, et j'ai projeté le fichier audio devant tous les avocats et ma famille. Le silence initial fut brisé par un léger grésillement. Puis la voix claire et parfaitement reconnaissable de Clara envahit l'espace feutré. L'enregistrement datait d'il y a 6 semaines, le soir où elle avait cru que J était partie faire des courses pour maman. Elle discutait avec son mari au téléphone, sans se douter que j'avais laissé mon enregistreur professionnel dans le salon, prévoyant déjà une éventuelle confrontation. Non, ne t'inquiète pas, chérie. J'ai réussi à faire croire à la vieille folle que c'est Héloïse qui veut lui voler ses bijoux. Le souffle coupé de ma tante fut le seul bruit dans la pièce. La voix de Clara continuait. Froide, calculatrice, dépourvue de la moindre empathie. Elle est tellement sénile maintenant, elle gobe tout. Je lui ai dit Héloïse était obsédée par la maison de campagne, et qu'elle essayait de la mettre sous tutelle. Bien sûr, elle a paniqué, et a rappelé le notaire le lendemain. Un silence glacial enveloppa la salle. Les avocats, jusque-là impassibles, se mirent à prendre des notes frénétiquement. La gravité de la situation venait de basculer de l'argument familial à la fraude légale. Quant à Héloïse, poursuivait l'enregistrement avec un rire sec et méprisant, elle est trop bête pour comprendre. Elle s'occupe du sale boulot, change les draps, nettoie les dégâts, et pendant ce temps, je m'assure que sa part sera minime. Elle mérite juste de quoi acheter une boîte de mouchoirs. De toute façon, elle m'a toujours énervé avec son air de sainte martyre. Le son dura exactement 2 minutes d'une trahison insoutenable, détaillant avec cynisme comment Clara avait semé la discorde dans l'esprit de Jeanne, exploitant sa vulnérabilité et sa confusion pour m'accuser, me faire rejeter par ma propre mère, et garantir qu'elle seule hériterait de la majeure partie des biens. Puis, le silence revint. Un silence total. Ce N était pas un silence respectueux, mais un silence accablant, lourd de honte et de choc. La salle est devenue silencieuse d'une manière que je n'oublierai jamais. On n'entendait plus que le faible vrombissement du projecteur, amplifiant l'île, écho des paroles prononcées par Clara. La famille était horrifiée, figée. Mon oncle Robert avait les mains sur la bouche, les yeux écarquillés par l'incrédulité et l'horreur. Clara, qui était restée pétrifiée pendant les 2 minutes de l'enregistrement, explosa. Elle se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le parquet poli. Ses joues étaient écarlates, son élégance habituelle avait disparu, remplacée par une fureur brute. « C'est faux! C'est un montage! Un faux! Héloïse, tu es malade! Tu as truqué ça pour te venger !» cria-t-elle, se précipitant vers la table, ses mains tendues pour éteindre l'ordinateur. Je fus plus rapide. Je saisis l'ordinateur et le retirai de sa portée, mes mouvements précis et calmes. Je la regardai droit dans les yeux. Son désespoir était une victoire silencieuse que j'attendais depuis des décennies. Son image de fille modèle était en train de s'écrouler, pierre par pierre, devant les témoins de sa trahison. « Ce n'est pas un montage, Clara, » dis-je enfin, ma voix résonnant désormais avec l'autorité de la vérité. C'est la réalité. C'est la preuve de ta trahison, la preuve que tu as délibérément menti à maman, que tu l'as manipulée alors qu'elle était la plus faible, uniquement pour l'argent. Je me tournai vers la table. Maître Dubois et les avocats avaient cessé d'écrire, attendant ma conclusion. Pendant des années, tu m'as humiliée en public, Clara. Tu as fait de moi l'ombre, la méprisée. Quand maman a commencé à décliner, J était la seule à ses côtés, et tu as utilisé ce dévouement comme une arme contre moi. J'ai gardé cet enregistrement en secret, non pas par lâcheté, mais parce que je savais que personne, dans cette famille, n'aurait cru la vérité si je l'avais simplement prononcée. Chaque mot était un coup de marteau, brisant le mur de mensonges que Clara avait érigé. J'ai révélé la vérité aujourd'hui parce que était le seul moyen de rétablir l'honneur de notre mère, continuai-je, ma voix se durcissant. Tu n'as pas seulement menti sur mes intentions. Tu as rendu les derniers jours de Jeanne malheureux, la forçant à se méfier de moi, sa seule aide constante. L'un des avocats de Clara, Maître Legendre, un homme d'une 50aine d'années, se racla la gorge. Il était clairement mal à l'aise, réalisant que la défense de sa cliente était désormais impossible. Maître Dubois, dit-il, s'adressant au notaire avec une gravité nouvelle, compte tenu de la nature de cette preuve et de son impact sur les conditions psychologiques de la testatrice au moment de la révision, nous devons immédiatement considérer la validité de l'acte comme compromise. Les avocats de la succession se lancèrent dans une discussion feutrée, mais leur conclusion était déjà évidente. La trahison de Clara était non seulement morale mais désormais légale. LS était auto-incriminée de manière irréfutable. Clara était au bord de l'effondrement. Ses mains tremblaient, et ses tentatives de justification étaient des cris incohérents. « Non! C'est ma part! Je ne mérite plus qu'elle !»
Elle se tourna vers la famille, cherchant un regard de soutien, mais ils la regardaient tous avec une froideur glaciale. Le masque était tombé, et derrière la façade de la fille parfaite se trouvait une prédatrice avide. Maître Dubois, reprenant le contrôle de la situation, demanda calmement à Clara de se rasseoir. Elle refusa, hurlant une dernière fois que j'avais tout planifié. Ce N était plus une accusation, C était le râle d'une personne perdant tout contrôle. Finalement, 2 des avocats l'entourèrent discrètement, la pressant de quitter la pièce pour discuter des implications de l'enregistrement. Elle fut conduite hors du bureau, non pas comme une héritière légitime, mais comme une criminelle. Sa sortie fut un tableau de l'humiliation. Elle trébuchait, les larmes coulant sur son maquillage, ses tentatives de maintenir sa dignité lamentablement échouées. Quand la porte se referma, la pression se relâcha enfin. Je m'assis, sentant mes jambes flageoler, mais mon cœur était étonnamment léger. J'avais tenu bon. J'avais gagné. Le notaire s'adressa alors à la famille, confirmant que, suite à la preuve d'une influence indue et de manipulation malveillante, la succession serait révisée, rétablissant les termes de l'Ancien Testament, celui que maman avait rédigé avant les manigances de Clara. Cela signifiait que je récupérais la part entière de mon héritage, plus importante, et que Clara se retrouvait avec le strict minimum légal si ce n'est moins, compte tenu des actions légales qui pourraient être engagées contre elle. L'atmosphère changea du tout au tout. La famille se rapprocha de moi, non pas par obligation, mais par une honte sincère. Mon oncle Robert s'approcha, les larmes aux yeux. « Héloïse, nous avons été aveugles. Nous te demandons pardon. Nous avons cru ces mensonges. » Toutes ces années de douleur invisible, de mépris silencieux, s'effaçaient à cet instant. Leur reconnaissance N était pas un cadeau, C était une dette qu'ils payaient enfin. J était enfin reconnue pour ce que J était, la fille dévouée, et non la manipulatrice que Clara avait dépeinte. Ce jour-là, tout a changé. J était libérée du poids de l'injustice. Ma réputation était rétablie, non par mes propres protestations, mais par la force incontestable de la vérité que j'avais gardée en secret. La succession fut révisée en ma faveur, certes, mais le véritable trésor que j'ai récupéré, carré, était ma dignité. La vengeance était douce, et la justice pour une fois, N, était pas aveugle. Je, N, était plus l'ombre. J, était Héloïse, et j'avais repris le pouvoir. Quand la porte se referma, la pression se relâcha enfin. Je m'assis, sentant mes jambes flageoler, mais mon cœur était étonnamment léger. J'avais tenu bon. J'avais gagné. Le silence qui suivit le claquement feutré de la porte du bureau ne fut pas un vide, mais une entité tangible, lourde de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années, et qui venait d'être vomi sur la table. Le seul bruit persistant était le faible vrombissement du projecteur, qui continuait d'éclairer l'écran blanc, désormais vide, comme une page tournée après un verdict. Maître Dubois, digne et imperturbable malgré la violence de la scène, prit une gorgée d'eau, ajusta ses lunettes et s'adressa alors à la famille, sa voix reprenant son professionnel et mesuré, contrastant fortement avec le drame qui venait de se jouer. « Nous allons donc procéder, annonça-t-il, sa formulation juridique servant de barrage contre l'émotion brute. Compte tenu de la preuve irréfutable d'une influence indue, d'une altération malveillante du jugement de Madame Jeanne Dubois au moment de la révision testamentaire, et d'un dol caractérisé, à une révision immédiate de l'acte. » Il marqua une pause, laissant le poids de chaque mot s'installer. « Les dernières modifications sont annulées, nous rétablissons les termes de l'Ancien Testament, celui que votre mère avait rédigé avant les manigances de votre sœur. Cela signifiait que je récupérais la part entière de mon héritage, plus importante, celle que maman avait initialement voulu pour moi, reconnaissant mon dévouement de toujours. Cela signifiait aussi que Clara se retrouvait avec le strict minimum légal si ce n'est moins, compte tenu des actions légales qui pouvaient désormais être engagées contre elle pour fraude et abus de faiblesse. Le gain matériel était conséquent, mais il était qu'un sous-produit de l'authentique victoire morale. L'atmosphère changea du tout au tout. Ce N était plus le bureau hostile où j'avais été traîné pour être jugé, mais une salle d'audience où la vérité venait être enfin établie. Les yeux qui étaient posés sur moi avec pitié ou mépris. Quelques minutes auparavant, étaient maintenant remplis d'une honte sincère, et d'une déférence nouvelle, presque gênée. Ils ne me regardaient plus comme l'ombre, mais comme la victime innocente, celle qui, non seulement avait souffert, mais avait eu le courage de se battre et de prouver son innocence face à l'aveuglement collectif. Mon oncle Robert, dont les mains avaient continué de trembler même après le départ de Clara, fut le premier à briser la distance physique. Il s'approcha de la table, ses pas lourds sur le tapis persan, et vint se poster devant moi. Son visage était ravagé, ses yeux humides d'une douleur qui semblait être la sienne, mais qui était en réalité la reconnaissance de la mienne. « Héloïse, commença-t-il, sa voix éteignant dans un sanglot rauque. Il se pencha légèrement, les mains posées sur le bord du bureau, cherchant mon regard. Nous avons été aveugles. Totalement, et impardonnablement aveugles. Il ne s'agissait pas d'une excuse rapide, d'une formalité jetée pour apaiser sa conscience. Était une confession, une reconnaissance publique de leur échec. Clara a toujours été si convaincante, poursuivit-il, luttant pour articuler les mots,
comme s'il arrachait les racines du mensonge de sa propre gorge. Elle avait cette assurance, cette façade de réussite et d'honnêteté. Et toi, Héloïse, tu es toujours restée si discrète, si peu encline à te défendre, que nous avons pris ton silence pour de la culpabilité, pour de l'amertume. Nous avons cru ces mensonges, parce que était plus facile. Était plus confortable de croire que Clara, la brillante, avait raison contre la silencieuse. Il secoua la tête, les larmes coulant sans retenue sur ses joues burinées. Nous te demandons pardon. Non seulement pour le mépris, mais pour ne pas avoir vu la souffrance que tu endurais seule à veiller sur Jeanne. Nous t'avons abandonné. Ma cousine Sophie, habituellement si froide et préoccupée par les apparences, vint se placer aux côtés de Robert. Elle posa timidement sa main sur mon épaule, un geste que je n'avais jamais reçu d'elle. Ce contact physique était une violation de l'ancienne distance, mais il était chargé de la chaleur de leur rédemption. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être capable d'une telle chose, Héloïse, murmura Sophie, la voix brisée. Elle t'a fait passer pour le monstre. Et nous avons été de mauvaises spectateurs, acceptant le script qu'elle nous donnait. J'absorbais leurs paroles, ne les interrompant pas. Il était essentiel que leur repentir soit complet, qu'ils comprennent la profondeur de leur erreur. J'avais attendu toute ma vie pour que cette famille reconnaisse l'injustice de leur jugement. Toutes ces années de douleur invisible, de mépris silencieux, s'effaçaient à cet instant. Je sentais le poids se dissoudre non seulement de mes épaules, mais aussi du creux de ma poitrine, là où l'amertume était logée, froide et dure, transformée en une cicatrice émotionnelle. Leur reconnaissance était pas un cadeau que je devais accepter avec gratitude, était une dette qu'ils payaient enfin. J était enfin reconnue pour ce que J était, la fille dévouée, la gardienne aimante, et non la manipulatrice que Clara avait dépeinte. Je pris une profonde inspiration. L'odeur du cuir et de l'encre fraîche ne sentait plus la menace, mais la neutralité d'une salle où l'ordre venait d'être rétabli. Je n'ai pas agi pour obtenir vos excuses, Robert, dis-je, ma voix restant incroyablement calme, comme si elle venait d'une source lointaine et inépuisable de patience. J'ai agi pour maman, et pour la vérité. Elle ne méritait pas d'avoir ses derniers jours empoisonnés par le doute et la peur. Elle ne méritait pas de mourir en se méfiant de la seule personne qui veillait réellement sur elle. Mon regard passa de Robert à Sophie, puis aux autres membres de la famille qui hochaient la tête en signe d'assentiment, les traits tirés par l'émotion. Quant au pardon, ajoutai-je doucement, il faudra du temps. Mais l'important est que vous ayez enfin vu la réalité. La performance de Clara est terminée. Maître Dubois tout sauta discrètement, ramenant l'attention sur les aspects légaux. Il expliqua la procédure de validation de l'Ancien Testament, insistant sur le fait que l'enregistrement audio, dont il avait immédiatement demandé une copie certifiée pour les archives, était une preuve de fraude testamentaire, d'une rare évidence. Les avocats, jusque-là rivaux, semblaient désormais unis dans le constat de la culpabilité de Clara, discutant des mesures de protection des actifs. Nous sommes en droit d'exiger le remboursement de tous les frais engagés par la manipulation de Madame Clara, chuchota l'un des avocats de la succession à Maître Dubois, un regard sombre vers la porte par laquelle elle avait été expulsée. Et des poursuites pour dommages moraux à l'encontre d'Héloïse. J. écoutait ces détails avec un détachement curieux. L'argent était secondaire. Le vrai trésor, celui que j'avais récupéré, était ma dignité. Ce jour-là, tout a changé. J. était libéré. Le poids de l'injustice, que j'avais porté comme une seconde peau depuis l'enfance, était envolé. Je pouvais presque entendre le bruit du mur de mensonges écrouler complètement dans mon esprit, libérant l'air vicié des années de non-dit. Ma réputation était rétablie, non par mes propres protestations que personne n'aurait écoutées, mais par la force incontestable de la vérité que j'avais patiemment gardée en secret. J'avais attendu le moment parfait, le lieu parfait, devant les témoins parfaits, pour que l'impact soit maximal et irréversible. En reprenant mon ordinateur portable de la table, je sentis le métal froid sous mes doigts. Ce était pas seulement un appareil, était l'instrument de ma liberté, le témoin silencieux de la trahison, et l'outil de ma rédemption. Je me levai, droite et assurée. Je n'avais plus besoin de me faire petite. Mon oncle me regarda avec un respect tout neuf, une gêne respectueuse, qui avait remplacé la pitié condescendante. La vengeance était douce, oui, d'une douceur étrange et amère, car elle n'effaçait pas la souffrance de maman, mais elle était nécessaire. La justice, pour une fois, était pas aveugle. Elle avait parlé par la voix de Clara elle-même. Était plus l'ombre, la quantité négligeable, la fille que l'on pouvait ignorer ou humilier impunément. J. était Héloïse, celle qui avait vu clair dans le jeu, celle qui avait agi avec prudence et détermination, et celle qui avait repris le pouvoir, non par la force ou l'agressivité, mais par la vérité méticuleusement conservée. Je quittai le bureau du notaire quelques minutes plus tard, après avoir signé les documents préliminaires. Le soleil, qui filtrait à travers les vitres gravées de l'immeuble, me sembla plus éclatant que jamais. L'air frais de l'extérieur me fouetta le visage, et je réalisais que, pour la première fois depuis la mort de maman, je n'étais plus en deuil de ma mère, mais en deuil de mon ancienne vie. Une vie où je m'aime, était définie par la douleur et le rejet. Aujourd'hui, une nouvelle vie commençait,
légères, non pas chargées du poids de l'or,